je dirai aussi où je t'ai vu. D'accord. Voilà, ça commence. Du coup. Bonjour à tous, Jean-Luc, bonjour. Et merci d'être ici. Moi, je suis très content de t'accueillir ici pour ce direct. Je t'ai découvert à travers un livre, mais aussi beaucoup à travers tes publications TikTok. C'est aussi comme ça que tu relais des informations qui me semblent très pertinentes et qui sont des courts moments de tes multiples, on pourrait dire, digressions, mais au sens positif du terme, puisque tu files un sujet qui me semble passionnant autour du wokisme et qui, moi, en tout cas, me parle beaucoup puisqu'il infiltre, et je le vois très bien, et au cabinet dans ma pratique et dans la vie de tous les jours, les multiples, on pourrait dire, facettes du rapport de soi à l'autre, de soi au monde et de la société en général. Donc, il est pour un psychologue, je pense, ce mouvement-là est tout de même assez questionnant et mérite voilà, qu'on s'y attarde. Et ça, je voudrais te louer ton travail pour ça. Merci beaucoup. Voilà, et rappeler peut-être que pour moi, en tout cas, et peut-être tu ne le verras peut-être pas comme ça ou nous dira aussi d'autres choses, il s'inscrit quand même dans une suite logique du déconstructivisme à la française, même si on peut dire quand même que les déconstructivistes étaient plutôt des intellos, ça s'inscrivait dans un cadre, on va dire, d'ordre intellectuel, alors que là, on est vraiment dans un cadre d'ordre moral, et c'est vraiment ça qui me parle en fait, enfin qui me questionne beaucoup. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce mouvement, en fait? Qu'est-ce qu'il raconte de nous? Comment il façonne les idées, la situation des esprits aujourd'hui? Et en quoi les autistes, particulièrement, sont sensibles à cette idéologie, au fond, hein. Donc, je te donne la parole, Jean-Luc, en tant que psychologue, en tant que spécialiste des troubles du spectre autistique. Et puis, c'est une causerie dont tu parleras à bâton rompu. Avec grand plaisir. Donc, moi, je suis Jean-Luc Robert, un psychologue spécialisé dans les troubles du spectre autistique, mais surtout aussi dans la guidance parentale concernant les enfants ayant des troubles du comportement. Donc, j'ai développé une structure en libéral qui s'appelle l'ESAP, signifie L-E-Z-A-P-E. Alors, je peux vous le montrer sur une tasse, d'ailleurs. C'est une tasse, voilà, c'est l'ESAP, voilà, une tasse, bon, je ne sais pas bien cadrer, voilà. Bon, cette structure, on est sollicité par des parents quand on a des enfants qui ont des problèmes de comportement, alors qu'ils soient autistiques ou pas autistiques. Hein, ça peut être des fois à l'école, tout simplement des remarques qui sont faites par les enseignants et autres, et on se demande ce qui ne va pas. Et donc, moi, je m'intéresse beaucoup à l'enfant parce que je sais que c'est le devenir de l'homme, en fait, de l'humain. Hein, parce que l'enfant, généralement, peut avoir des troubles quand il est enfant, et puis petit à petit, voir le temps s'aggraver et finalement développer des pathologies à l'âge adulte. Et moi, mon idée, c'est d'intervenir précocement, mais surtout en soutien d'une sorte de guidance parentale pour que les enfants puissent s'épanouir au mieux. Et donc, j'ai développé ce service et parfois, je suis appelée par des familles. Et donc, j'envoie, parce que j'ai un service où j'envoie des psychologues à domicile et que je supervise via des ateliers qu'on appelle les ateliers parents-enfants, d'où le titre les ateliers parents-enfants, les AP. Voilà. À Paris. Donc, à Paris 12e. Paris 12e. Okay. Dans le centre médical Wattignies-Meunier où je travaille. Donc, au Paris 12e, je ne sais pas si tout le monde voit où ça se trouve sur la carte, mais voilà. Et donc, je deviens de plus en plus, je me rends compte, sociologue, parce que les questions du wokisme, les questions de société, je crois qu'elles m'ont toujours intéressé. D'ailleurs, je prépare une thèse de sociologie en ce moment sur ces sujets-là. Bon, ben ça, il ne faut pas dire. C'est un peu compliqué parce que la thèse est très, très normée et bon, on est très cadré, on ne peut pas dire les choses. Moi, je suis plutôt un essayiste et j'aime bien parler librement. Bon, là, avec la thèse, je suis cadré. Mais voilà, mais le sujet de ma thèse, c'est justement qu'est-ce que signifie l'apparition de tous ces sigles dans notre société. Et c'est ce que je questionne à travers ma thèse, notamment de sociologie. Alors, ça va de LGBTQIA+, à TDAH, à HPI, à HPE, bon, voilà, TDN, un trouble neurodéveloppemental, bon, TB, trouble bipolaire. Je pourrais en citer plein. Et je me dis, on a une émergence de sigles, et surtout les derniers, hein, TDAH et HPI et HPE, enfin, les derniers, les plus populaires, si je puis dire. Et qu'est-ce que ça signifie au sein de notre société pour notre jeunesse qui a tendance, alors après, à s'identifier. Et moi, une des premières choses que je dis dans mes livres, notamment, alors ça peut être aussi dans celui-ci, hein, je le présente comme ça, l'enfant du désir insatiable. Mais voilà, c'en est un, et j'en ai aussi d'autres dans lesquels je parle de ça. Je peux aussi parler de celui-ci, hein, je n'aime pas ces frites-là. J'essaie de cadrer, voilà. À chaque fois, je pose la question, je dis, les jeunes disent « je suis ». Ils ne disent pas « j'ai un trouble », c'est « je suis TDAH », c'est mon identité. Je suis queer.
je suis aromantique, je suis ace, je suis… bon, donc on pourrait le faire, la liste est très très longue, hein, voilà. Et moi, j'ai envie de dire déjà, bon, le TDAH, moi, chaque fois que les parents viennent pour diagnostiquer un TDAH dans mon bureau, je me rends compte et je leur démontre que leur enfant n'est pas TDAH. Déjà, j'ai du mal à dire être quelque chose, mais j'ai envie de dire n'est pas atteint d'un trouble. Alors déjà, je dois spécifier ce que signifie TDAH, trouble. Peut-être puis parler de cette identification, parce que là, tu es en train de dire qu'en fait, les gens se réduisent à quelque chose auquel voilà. ils s'identifient, alors que ce quelque chose est le signe d'autre chose, au fond, voilà. dans sa manifestation. Voilà. Alors, et il y a tout ce vocabulaire, déjà, quand j'entends les gens dire « je suis », je leur dis, bon, est-ce que vous savez, alors déjà, pour les auditeurs là, de ton site, ils savent ce que c'est, mais je préfère dire que TDAH signifie trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bon, il faut savoir que ce trouble du déficit de l'attention, c'est un trouble qui serait dû à un dérèglement du système nerveux central et il y aurait donc une action biochimique ou un dérèglement au niveau de notre cerveau qui ferait que qu'on manquerait d'attention et que ça ne serait pas donc psychogène, ça ne serait donc pas dû à l'environnement, mais ça serait de naissance. Donc, c'est important que les gens comprennent que quand on dit qu'on est TDAH, on aurait un dérèglement qui ferait que de naissance, même si, comme d'habitude, pour ce type de trouble, il n'y a aucun marqueur biologique. Je vais vous dire la réalité, quand quelqu'un fait un diagnostic de TDAH, il le fait sur signes cliniques, d'observation clinique. Donc, si vous ouvrez les livres qu'on appelle DSM, je ne sais pas si ça parle, c'est des livres donc, de classification des maladies et tout ça, la CIM et autres, hein, ce sont donc des bibles pour les psychologues et psychiatres pour pouvoir diagnostiquer. Vous verrez des signes qui font qu'on pose le diagnostic de TDAH, mais vous ne pourrez aller dans aucune clinique, dans aucun hôpital, faire des prises de sang pour dire, ah ben oui, il a le TDAH. Mais souvent, les gens disent, j'ai le TDAH, comme si c'était écrit dans leur gène, dans leur sang et tout. Et donc ça, je tiens à préciser que non, c'est sur observation clinique, avec des tests, mais qu'on me demande, moi, en tant que clinicien, de dire cet enfant est atteint de ce syndrome-là. Bon, donc là, ce que tu dis, Jean-Luc, première chose, là, si je remonte, juste pour conclure, le dire avec mes mots, tu me dis si c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a une sorte de confusion qui a été entretenue par les neurosciences, j'imagine, par tout ça, et qui fait que ça enferme les gens dans quelque chose qui semble inscrit dans les gènes et dans leur constitution même, donc pas de remise en question. Donc, une sorte de déresponsabilisation. On parle de ça, là. Hein, On parle de ça, et c'est vrai que alors là, tu vas encore plus loin tu vas déjà dans ce que je développe dans ma thèse, mais c'est parfait, c'est la déresponsabilisation que ça entraîne, c'est-à-dire toutes les conséquences. À partir du moment, mais déresponsabilisation au niveau des parents, hein, parce que déjà au niveau des parents, souvent, certains, vous savez, alors ça, c'est toujours le fameux vieux débat entre psychanalyse et troubles, effectivement, qu'on dirait plus cognitif et tout ce qui est les thèses organicistes, c'est-à-dire qui signifie que le trouble est d'origine génétique. C'est-à-dire que la psychanalyse essaie de comprendre la cause et souvent on a reproché à Bruno Bettelheim, je ne sais pas si tu connais, c'est un auteur qui a écrit La forteresse vide et qui a accusé, enfin selon certains les parents, notamment les mères, d'être des mères frigidaires pour l'autisme. Donc on est souvent dans cette notion que, mais oui, mais finalement, vous responsabilisez l'environnement, donc les parents sont responsables et les parents sont coupables, et arrêtez avec ces vieilles, effectivement, théories psychanalytiques. Et aujourd'hui, on est dans l'ère du neurodéveloppemental, et j'ai envie de dire de la neuroexplication, hein, la neuroexplication à tout va. Et donc, finalement, on ne veut plus questionner l'environnement, on ne veut plus questionner ce qui fait que le TDAH soit présent, entre guillemets, mais on dit, il est de naissance, il n'y a plus à questionner, arrêtez de culpabiliser et de dire que c'est peut-être parce que les parents ont mal fait leur job quelque part, et accepter le fait que cet handicap-là est de naissance et qu'il va falloir le traiter et le compenser avec, devinez quoi, eh bien de la Ritaline, la fameuse Ritaline, c'est-à-dire ça sert au laboratoire. La Ritaline, hein, évidemment, c'est un médicament qui est à base d'amphétamine, qui a un effet qui aide paradoxalement les jeunes à se concentrer. Et comme de toute façon, c'est une action biochimique, eh bien, il faut de la chimie pour résoudre tout ça. Ça évite aux parents de se remettre en question et de dire que peut-être qu'il y a quelque chose à changer dans mon éducation. Sauf que dans ce fameux guide, je vous le remontre là, qu'est-ce que je fais moi? Je dis aux parents, mais vous savez, quand votre enfant vous désobéit, il y a des stratégies, c'est peut-être parce que vous lui donnez des réponses renforçantes. Et ça s'appelle le comportementalisme. Alors, je vais vous dire en 2 mots, ABA, c'est utilisé pour les enfants autistes. ABA veut dire Application Behavior Analysis. En gros, c'est ce qu'on appelle une méthode comportementale. Par opposition à la psychanalyse, qu'est-ce qu'une méthode comportementale? Donc ça, je l'enseigne. Moi, je suis très pédagogue avec mes patients, donc hein, je me permets de le faire avec vos auditeurs. Généralement, qu'est-ce qu'on enseigne aux patients?
on leur dit, voilà, vous avez une réponse que vous donnez. Donc là, je ne sais pas où est ma gauche par rapport à ça, mais bon, j'ai un peu de mal par rapport à la caméra. Et ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il y a 3 temps. Il y a le comportement de l'enfant, alors on va le situer là, mettons. Il y a le comportement de l'enfant, il y a votre réponse, et puis il y a les conséquences. Et ça crée une boucle, si je puis dire, pathogène. C'est-à-dire que quand l'enfant a ce comportement, vous donnez une réponse. C'est ça le comportementalisme. Et une fois que vous avez donné la réponse, est-ce que cette réponse fait plaisir et est agréable à l'enfant? Si elle est plaisante, ça incite l'enfant à reproduire son comportement. Ça va être la conséquence. C'est ça. Donc, très classiquement, je le prends même pour nous, hein, dans la vie, on est tous conditionnés comme ça. Je ne sais pas si vous faites un excès de vitesse, si la réponse c'est de vous mettre une amende, donc on appelle ça en termes comportementaux ajouter une conséquence aversive, quelque chose de désagréable, je peux vous assurer que la prochaine fois, vous levez le pied. Au même endroit dans le carrefour, vous y pensez, mince, ça m'a coûté tant. Bon, c'est du comportement humain. Avec l'enfant, c'est pareil. Quand vous avez un enfant, mais les parents viennent me voir, me disent, mais il a un trouble du déficit de l'attention. Moi, j'en vois aucun. Je dis, mais comment ça se fait que je vois aucun trouble du déficit? Si c'est quelque chose qui est neurobiologique, neurodéveloppemental, ça ne devrait pas être soumis à condition. Il devrait ne pas réussir à s'empêcher. Il devrait être impulsif dans mon bureau, hyperactif. Voilà, vous dites que vous n'arrivez pas à le tenir à la maison. Mais moi, tout se passe bien. 9 fois sur 10, c'est ce qui se passe. Ah oui, mais je ne comprends pas, c'est bizarre, mais c'est parce que c'est vous. Ah, je dis, mais non, mais moi, je ne suis pas magicien. Ça veut dire que ce n'est pas une action biochimique dans son cerveau qui se passe. Ça veut dire que cet enfant, dans certaines conditions, voilà, a un comportement différent. Et rien que cela, déjà, ça annule le diagnostic de TDAH. Et je leur dis, et je leur pose des questions toutes bêtes. Je dis, je vais lui donner quelques exercices pour voir s'il se concentre bien. Alors, je lui donne quelques exercices de QI, d'intelligence. Je lui fais faire des associations, des suites logiques. Tout se passe bien. Il fait le travail. Bon. Et je dis, voyez, maintenant, on va prendre un document. Alors, ce sont des grilles techniques, je veux les dire, mais bon, qui s'appelle ABC. En gros, avec les 3 temps, j'essaie d'expliquer quelle est la réponse que vous donnez quand l'enfant, par exemple, n'arrive pas à se concentrer sur ses devoirs. En fait, l'enfant, je donne un exemple, il n'arrive pas à se concentrer sur ses devoirs. Hein. Par contre, il est capable de jouer 3 heures de suite sur Internet en ligne. Là, il est à fond, il est hyper concentré quand il joue. Et je fais comprendre que, en fait, c'est juste une question de réponse éducative, c'est-à-dire que l'enfant, souvent, n'a pas envie de faire d'efforts, et donc, il ne va pas se concentrer sur le travail, et puis, il a tout à disposition, il en est à sa 3e tablette, il a le téléphone, on ne frustre plus les enfants, hein, donc, on donne, ça, c'est aussi ce que je dénonce beaucoup dans mes livres, hein, c'est-à-dire l'éducation positive, on dit tout le temps oui, donc, l'enfant, il est dans quelque chose de, dès que c'est compliqué, dès que c'est pénible, ben bon, moi, je ne fais pas d'efforts, je n'ai pas envie de me concentrer, et puis, c'est pratique, on a posé un diagnostic, je suis TDAH, donc, non, mais j'ai eu des parents comme ça, je dis, mais madame, mais pourquoi vous ne les frustrez pas, vos enfants? Ben oui, mais il est TDAH, ça c'est, voilà, donc si quelque chose devait... Donc, on ne travaille plus, c'est pour ça que tout est lié sur l'éducation positive et tout ça, hein. D'ailleurs, encore une fois, c'est pour ça que j'ai nommé éducation positive et autres mythes dans mon livre, c'est que c'est un mythe, cette éducation positive, où on nous fait croire qu'on pourra tout négocier tout le temps avec l'enfant, ça entretient les enfants dans une toute puissance. Donc, pour revenir dans mon TDAH, moi je dis à madame, mais madame, en gros, le comportementalisme nous enseigne que lorsque vous avez un stimulus X ou Y, si vous associez une réponse qui fait plaisir à l'enfant, alors l'enfant va reproduire son comportement parce qu'il sera encouragé. Par contre, si vous ajoutez une réponse désagréable, comme je vous ai raconté l'histoire de l'excès de vitesse, la réponse est désagréable puisqu'on prend une amende, alors ça va vous faire diminuer le comportement. Ça, c'est tout le principe de la psychologie comportementale et notamment pour les enfants qui ont un TDAH, mais je m'en sers beaucoup pour les autistes. Et sachez-le, on s'en sert à l'école pour les enfants qu'on appelle neurotypiques, c'est-à-dire les enfants ordinaires, puisque vous le savez, ils ont des lions jaunes, des lions verts, quand ils travaillent bien, etc. À notre époque, si je puis dire, on doit être à peu près de la même génération, on avait plus de punitions. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une école dite positive, mais à une époque, tu nous copieras 50 lignes de ça et compagnie. Donc, tout ça, ça fait partie de la même chose, c'est de la psychologie comportementale. À un comportement, on associe une conséquence qui est agréable ou désagréable. Alors, moi, dans mon bureau, qu'est-ce que je démontre pour démontrer aux parents qu'ils n'ont pas de TDAH? Par exemple, quand je demande quelque chose à l'enfant, par exemple, je vois que l'enfant obtempère, alors que quand sa mère lui demande, il a tendance à ne pas obtempérer. Et je démontre, ou sa mère ou son père, et je démontre aux parents, voyez, par exemple, là, vous venez d'apporter une réponse qu'on appelle renforçante. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous expliquer. On appelle ça R+, c'est-à-dire une réponse encourageante, une réponse qui fait plaisir à l'enfant, qui fait qu'il va réitérer son mauvais comportement. Exemple, une mère, alors je prends une mère parce que c'était une mère, mais comme ça, je pourrais en citer plein, me dit, bon, je dis à l'enfant, bon, mais maintenant, tu vas descendre, je vais parler avec, parce que mon bureau, il est en mezzanine, il est un peu en hauteur. Tu vas descendre en salle d'attente, on te voit, hein, il y a des grandes vitres dans le bureau, on te voit, et l'enfant a 7-8 ans, j'en sais rien.
et je vais continuer à parler de tes parents parce que je fais toujours une partie sans l'enfant. Et comme ça me permet de dire aussi des choses aux parents, de m'assurer qu'ils soient d'accord à ce qu'on répète ces choses à l'enfant. Et là, je vois la mère très inquiète qui regarde l'enfant. Déjà, il y a une petite coupure. Pardon. Voilà. C'est OK. Voilà, je vois la mère très inquiète qui regarde l'enfant. Avec un regard, déjà, en psychologie, on comprend ce que c'est que l'infraverbal. Hein, vous savez ce que c'est, c'est-à-dire c'est la communication par les gestes. Tout son corps montre une énorme anxiété par rapport à cette séparation. L'enfant, lui, il descendait l'escalier tranquillement. Et à un moment donné, elle dit « ça va aller ?» Et l'enfant se retourne et l'enfant commence à pleurer. Et bon, donc à un moment donné, donc pour finir avec cette situation, je dis « Madame, s'il vous plaît, regardez-moi, ne vous adressez plus à l'enfant. » L'enfant commence à faire demi-tour. Il dit qu'il ne peut pas aller dans cette salle d'attente parce qu'il ne peut pas se séparer de sa mère. Et donc, moi, je finis par dire « Madame, donc on ignorer, et je vais dire à l'enfant, s'il te plaît, tu descends. » Je ne tiens donc pas compte de ses plaintes, de ses revendications. Et puis, il finit par descendre et je ferme la porte. Et j'ai dit, voilà, madame, l'exemple typique du fameux R+, du renforcement. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, que votre enfant à l'école, il est hyperactif et qu'il déborde la classe, on ne sait plus quoi faire de lui, l'enseignante ne sait plus quoi faire de lui, en permanence, parce que je vous démontre que c'est un jeune qui recherche de l'attention. Bon, et ça, je vous le démontre généralement. C'est-à-dire qu'en fait, il fait le pitre en classe, il fait tout pour se faire remarquer. Et donc, les profs sont persuadés qu'il est mal élevé. Simplement, il a un besoin, à un moment donné, d'avoir un lien. On appelle ça en psychanalyse angoisse de séparation-individuation. L'enfant est angoissé dès qu'il est séparé, dès qu'il n'a pas l'attention de son environnement. Ça, c'est très classique. Donc, juste pour préciser, moi, je travaille de manière intégrative, c'est-à-dire que je mêle les deux approches, psychanalytique et cognitivo-comportementale, sans distinction. Et donc, j'explique de manière analytique que cet enfant, il a des angoisses de séparation. Eh bien, je dis, madame, voyez, par exemple, l'enfant, il était en train de descendre l'escalier. Et quelle réponse vous avez donnée à cet enfant? Vous lui avez donné par « est-ce que ça va aller ?» Il a vu toute votre anxiété et donc du coup, vous avez renforcé chez lui cette angoisse de séparation et du coup, il est remonté. Et j'ai dû vous convaincre de me regarder dans les yeux, de ne plus lui envoyer de signal pour mettre fin à cette interaction. Eh bien, c'est ça qu'on appelle le comportementalisme, c'est-à-dire que l'enfant est encouragé par les réponses que donne l'environnement à maintenir un comportement. Si votre enfant, vous lui dites, tu descends, c'est non négociable, ben, il va descendre. Mais si... Là, on peut même dire dans ton exemple, pardon de t'interrompre, qu'elle a quasiment même créé les conditions pour que s'exprime cette angoisse. Elle a même, on pourrait dire, presque anticipé et elle lui a presque suggéré de l'être inquiet. Voilà. Ça, c'est un exemple que je donne pour dire qu'il y a un comportement et une réponse. Cette réponse, extrêmement importante. Et mon travail avec les parents sur la réponse. Quand vous donnez une réponse à l'enfant, réfléchissez bien, est-ce que c'est une réponse qui va encourager le comportement ou le décourager? Pour décourager le comportement, il faut que la réponse ne soit pas agréable. Je donne toujours plein d'exemples. Elle me dit, mais tous les jours, je vais au supermarché, je ne sais plus quoi faire avec lui, il est infernal dans le magasin, il veut tout le temps des choses. Bien sûr, il veut des choses. Simplement, quelle est la réponse? Qu'est-ce que vous lui donnez comme réponse? Ben, je lui dis que non. En fait, vous passez tout le magasin à pester contre lui, à lui dire que ça suffit. Et vous lui donnez, avec l'éducation positive, toujours la même chose, des explications. Vous lui dites pourquoi. Tu sais, tu as déjà eu un jouet comme ça la semaine dernière. Non, tu en auras à Noël. Donc, vous discutez avec lui parce qu'on est dans la compréhension de l'enfant. Très bien. Sauf que quand vous faites ça, madame, monsieur, vous faites un R+, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une réponse agréable. L'enfant n'écoute pas ce que vous dites. Hein. Tout ce qui l'intéresse, c'est que vous répondiez à sa demande, à savoir qu'il sente que ça perturbe, ça vous perturbe. Et donc, plus que ça vous perturbe et que c'est agréable, ça encourage le comportement, ça le motive. Et donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il continue de râler et d'exiger le jouet. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, donc, je leur explique qu'il faut appliquer un contre-conditionnement. Et qu'est-ce que ce contre-conditionnement? Eh bien, c'est surtout dire une seule fois, sans répéter, non, tu n'auras pas ce jouet, je ne veux plus en entendre parler. Ensuite, tout le reste du magasin, ignorer ses plaintes et ses gémissements. Ne surtout pas les encourager en s'y montrant sensible. C'est ça qui va éteindre, on appelle ça en psychologie comportementale, éteindre le comportement de l'enfant. Et alors, je reviens à l'éducation à l'ancienne. Quelle éducation on a eu, nous? Ben, c'est ça. C'est les parents, ils vous disaient une fois stop, après, ils ne vous calculaient plus. Le fait de calculer le jeune, c'est là qui fait qu'on entretient ça. Mais on n'est plus dans l'autorité, puisqu'on n'est plus dans la légitimité. On ne se sent plus légitime pour être autoritaire. Donc, on se dit depuis Dolto, l'enfant est une personne. Certes, heureusement, avant, il y avait des excès.
Je le comprends, mais du coup, dans l'enfant est une personne, je précise, l'enfant est une petite personne immature et pas raisonnable. Mais sauf que là, on ne rajoute pas ça. On pense que l'enfant peut raisonner comme un adulte. Et Alors donc, là, oui, vas-y. on le met à l'égal de l'adulte. Mhm. Et c'est ce qui est compliqué qui fait qu'on n'ose pas prendre des décisions. Donc, je dis à madame ou à monsieur, alors votre fameux enfant avec TDAH, déjà, si vous commenciez par appliquer ce qu'on appelle un contre-conditionnement, c'est-à-dire que 1, ne pas répéter, ignorer sa désobéissance. 2, 3, attendre une demande. 4, refuser la demande. C'est-à-dire ce qu'on appelle les punitions négatives en termes comportementaux. Alors, je ne veux pas égarer les auditeurs, mais en gros, refuser la demande. Alors, je donne le schéma. Elle me dit, mais comment faire pour qu'au supermarché? Alors, je dis à toutes les personnes qui m'écoutent et qui ont des enfants qui sont infernaux dans les supermarchés, tout bêtement. Bien sûr, on va ignorer la demande, on va ignorer l'enfant, il va pleurer pendant tout le magasin. Pas la peine de lui mettre une fessée, toutes ces choses-là à la caisse du supermarché, parce que quand vous mettez la fessée en disant « je t'emmènerai plus », d'abord c'est la fameuse menace là qui ne sert à rien parce que vous allez continuer de l'emmener, il le sait l'enfant. 2, il pleure, mais c'est théâtralisé, on sait très bien que vous lui faites pas mal, hein. Sauf si on est vraiment des parents maltraitants, mais vous croyez que c'est désagréable pour lui, c'est là que les parents se trompent. C'est pas désagréable. L'enfant recherche cette attention. Et donc, vous renforcez ce comportement de plainte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je dis aux parents, vous théâtralisez. Vous ne dites rien. Vous arrivez à la maison. Vous laissez passer une journée ou deux. Si ça tombe dans la période festive de Noël, de Pâques, c'est encore mieux. Et vous allez faire quoi? Vous allez attendre une demande. Vous allez susciter la demande. C'est-à-dire, vous allez dire, allez les enfants, s'il y en a plusieurs, c'est mieux. On y va. On va faire les courses parce que c'est Pâques. On va faire les courses parce que c'est Noël. Et quand celui qui a été infernal la dernière fois commence à mettre ses affaires, vous lui dites, ah ben non, toi, tu restes là. Tu restes là. Non, toi, je ne t'emmène pas avec moi. Moi, je n'emmène pas les enfants qui se comportent comme tu t'es comporté la dernière fois. Et quand vous faites ça, vous n'avez pas répété dans le magasin, vous avez évité les menaces sans fin et vous avez appliqué la punition, elle tombe. Et en fait, ça, ce qu'on appelle, c'est une punition négative, c'est-à-dire on enlève la chose agréable que l'enfant demande. Et surtout, on théâtralise quand on revient, les enfants disent « ouais, c'était génial, on a vu un tel ». Voilà. Et à ce moment-là, l'enfant s'est retrouvé. Il a subi la conséquence désagréable de son mauvais comportement. Et ça, vous savez quelle conséquence ça a? Eh bien, ça va diminuer son comportement de désobéissance. C'est comme ça que procédaient nos parents, tout bêtement. Et ça marche. Alors, je dis, faites ça. Mais alors, quand la mère, alors je termine, mais je suis un peu long, est celle que je vous ai dit qui était dans mon bureau, elle n'arrive pas à faire ça. Alors ça, je le dis bien, je le dis dans ce livre. Hein. Je le dis, elle n'y arrive pas. Elle trouve toutes sortes de prétextes, comme si on était maltraitant en laissant l'enfant à la maison. Honnêtement, laisser un enfant à la maison, est-ce que c'est maltraitant? Non. Il est à la maison, il souffre. Par contre, comme je dis, madame, monsieur, il faut le refaire 2-3 fois. Il faut le faire 2-3 fois. 2-3 fois, vous lui dites non, toi, tu restes là. Et puis après, vous refaites un essai. Au bout de la 4e fois, quand il a été puni 3-4 fois, bien frustré, vous faites un essai. Vous dites, bon, on va essayer de t'emmener pour voir. Eh bien, quand vous faites ça, hein, je vous assure, l'enfant, il se tient un carreau dans le centre, dans le magasin pour ça. Et la parole de l'adulte devient d'or. Quand le parent dit non une fois, l'enfant entend bien qu'il n'a pas intérêt à insister. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire que, alors là, je schématise, mais généralement qu'un enfant obéisse. Et je dis, mais voyez, madame, vos réponses, le problème de votre enfant, ce sont des réponses éducatives. Ce n'est pas un problème neurologique TDAH. Donc, arrêtez de lui donner de la Ritaline et commencez par lui donner de bonnes réponses éducatives. Ritaline, comme beaucoup de choses, hein, où il y a des prescriptions d'autorisation sur le marché, l'AMM, hein, l'autorisation de prescription, généralement, c'est des médicaments qu'on est censé donner sur une durée très courte, de 6 mois, comme le Risperdal et tout, ce sont des molécules assez dangereuses, et on donne ça aux enfants comme des petits pains pendant des années. Ça fait des dégâts sur eux, c'est pas la peine. Pour la plupart, qui ne sont pas des vrais TDAH. Donc, moi, je suis un peu lanceur d'alerte. Alors, pourquoi je précise, pour revenir au wokisme et à toutes ces choses-là, c'est que je fais un parallèle entre le wokisme et le TDAH, c'est qu'on fait l'éloge dans notre société, alors le TDAH et le HPI, de la neuroatypicité, de la neurodifférence, en disant, vous êtes différent, ne changez pas ce que vous êtes, parce que vous êtes génial. Oui, c'est votre nature et on ne peut rien y faire. Et on ne peut rien y faire, vous êtes génial. Et comme la société est inclusive, elle va vous accepter et c'est une richesse. La diversité humaine est une richesse. Et donc, on est dans ce truc. Alors qu'avant, on était dans l'idée qu'il fallait faire rentrer les gens dans les normes. Et vous savez, moi, j'ai vu le basculement, parce que vous savez, quand j'étais en IME, j'ai travaillé en institut médico-éducatif avec des autistes. J'ai vu le vocabulaire changer, mais et j'ai dit, oh là là, c'est intéressant. Vous voyez, moi, quand je travaillais, on parlait d'intégration. Il faut que les jeunes s'intègrent. Et puis ensuite, on a dit, maintenant, on enlève ce mot. Vous savez, le mot qui a été remplacé, inclusion. C'est pas la même chose. L'intégration, c'est aux jeunes de s'intégrer. L'inclusion, c'est à l'environnement de l'inclure.
Et tout ce vocabulaire qu'on appelle un peu novlangue, on nous l'impose et on essaie de changer les mentalités pour aller vers quelque chose de toujours plus inclusif, etc. Alors, vous allez me dire, mais quel est le parallèle avec le wokisme? On finit par avoir Nemo qui gagne l'Eurovision. C'est très lié tout ça. Alors, on va me dire, alors évidemment, on va me traiter d'homophobe, etc. On ne comprend pas ce que je veux dire. Simplement que si vous regardez le Wovision, alors moi j'appelle ça le woke vision, où là on a eu les J-woke, on a une hypervisibilité des minorités et de cette neurodifférence. Et comme j'ai expliqué dans l'émission de Borowski sur GPTV, avec le wokisme qu'on met tout le temps en avance comme une richesse, c'est que finalement, la personne qui est typique, elle est plus intéressante pour notre société. Il faut trouver finalement une particularité. Et pour en revenir au mal-être avec les jeunes, quand un jeune se sent mal et qu'avec des cours d'éducation sexuelle à l'école, on lui vante les mérites finalement de ce que c'est que d'être différent, il se dit, mais peut-être que mon mal-être, il vient de là, en fait. Je suis mal parce que je suis différent, mais en fait, on m'accuse moi d'être différente, mais en fait, c'est une richesse d'être différent et c'est aux autres de m'accepter comme je suis. Alors, toute ma vie, on m'a demandé de faire des efforts pour me normaliser. J'ai pas à m'en faire, c'est aux autres d'être tolérants. Donc, moi, si je suis mal, c'est peut-être parce que je me cherche, je me trouve pas belle et tout, pas beau et tout. Ben, peut-être que finalement, je suis pas bien dans mon genre. Et comme ils entendent des théories du genre, en voici, en voilà, à l'école, on leur explique. Et comme je l'ai expliqué dans l'émission, il y a de nouvelles catégories qui apparaissent. LGBTQIA+, mais ils ont mis le plus parce que finalement, il y a toujours une extension, c'est sans fin dans les particularités. Et comme récemment, j'ai entendu sur TikTok une jeune qui était mal dans sa peau, dire, ah, j'ai compris que j'étais, alors le fameux j'étais, hein, vous voyez, je suis, j'ai compris que j'étais ACE. Alors, j'ai été voir ce que c'était parce que je ne savais pas, ACE. Et comme je le dis dans l'émission, ACE, ça veut dire qu'on est quelqu'un qui n'a aucun désir sexuel pour aucun être sur Terre. Voilà. Et c'est pour ça. Et donc, une fois que j'ai compris que j'étais ACE, ben, du coup, j'ai compris pourquoi j'étais en décalage avec les autres et tout. Et il faut que je m'accepte comme ça. Et il faut qu'on me comprenne comme ça. Alors, évidemment, par opposition à la psychanalyse, moi, je l'aurais fait venir dans mon bureau et puis j'aurais quand même essayé de comprendre ce qui s'est passé dans son enfance. Hein. Mais comme je suis ACE et que c'est dans mon cerveau et que je suis né comme ça, je ne vais pas chercher à comprendre pourquoi j'ai aucun désir. Alors je vais parler, Cyril, désolé. Oui, non, de toute façon, c'est votre moment, mais juste pour que je fasse 2-3 liens qui sont intéressants. 2 choses ou 3. La première, c'est que finalement, dans ce que vous décrivez, si je reviens un peu en arrière, de ce rapport qu'on essaie d'instituer avec l'enfant pour le rendre d'égal à égal par rapport à l'adulte, crée tout de même sur ces enfants-là des enfants en devenir qui auront du mal à grandir et qui se comporteront comme des enfants à l'âge adulte, puisqu'ils n'auront pas vécu ni la frustration, ni donc déjà il y a quelque chose et on voit bien ces enfants de très dangereux. On voit bien ce qu'on voit exactement, et donc extrêmement influençable, narcissique, capricieux, tout ce qu'on veut. Donc ça c'est une chose qui me semblait intéressante dans ce que tu dis. La deuxième chose là que je relève, c'est que le fait de dire tout se vaut, hein, tout égale tout et réciproquement, tous les particularismes valent d'être érigés d'abord et d'être qu'on s'y identifie et érigé presque comment dire, la norme, la marge étant devenue le centre et d'accord, et la normale étant devenue la norme, tout ça fait qu'en fait on gomme le mal-être et que le mal-être n'existe pas. En fait, il n'y a pas de mal-être existentiel qui mériterait une attention parce que ça dit quelque chose de nous, dans notre rapport à nous et au monde, et qui a fait toute la littérature et tout ce que nous sommes depuis la nuit des temps. Mais par contre, il y a donc une victimisation d'une part et une sorte de déresponsabilisation et finalement pas de questions, donc pas de réponse et donc une sorte de voilà, il y a quelque chose de l'exil, je trouve, du sens de la présence au monde aussi qui est dans tout ce que tu dis. Voilà. Ouais. Alors, tu le dis bien, c'est parfaitement résumé, Cyril. Jean-Cyril, on gomme le mal-être. Et c'est pour ça qu'un des titres ou des sous-titres de ma thèse s'appelle la dépathologisation. Il y a un mouvement de dépathologisation. Mais je peux même l'observer dans le DSM. Il faut que tu le sais peut-être, mais Roselyne Bachelot, en 2010, a dépathologisé la transsexualité, qu'on n'appelle plus transsexualité, qu'on appelle transgenrisme. Hein. Bon. Mais c'est un mouvement, je pourrais te sortir plein de choses de dépathologisation. Par exemple, l'autisme, et très rapidement, l'autisme a été considéré comme une psychose avant les années, on va dire, 80. En 80, dans le DSM, on a considéré que ce n'était plus une psychose, mais que c'était un handicap. Donc, on a appelé ça les TED, troubles envahissants du développement. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait en 2015 ? On s'est dit non, finalement, c'est presque plus un handicap. Hein, donc, on appelle ça un spectre. Et ce spectre-là, ça s'appelle TSA. Vous voyez, tu vois l'évolution. On passe de la psychiatrie. Et ce TSA,
Tu connais le mouvement de la neurodiversité par les autistes? Eh ben, le mouvement de la neurodiversité, c'est de dire nous sommes tous neurodifférents, c'est une richesse. Dans la Silicon Valley, on recrute des autistes et de nous faire une revue rétrospective de Einstein et de tous les grands, Marie Curie, machin, et nous dire c'était des autistes. Bon, c'est pas toujours vérifié, mais bon, et puis de nous dire que Lionel Messi est un autiste, que Greta Thunberg est une autiste, puis que nous dire Elon Musk est un autiste, et ils font avancer le monde. Regarde, ce sont des génies. Ce sont des génies incompris. Donc, on colle à l'image de Rain Man, l'autiste incompris, génial. La différence est belle, elle est géniale. Et vous, les neurotypiques, c'est vous qui avez quelque chose en moins. C'est vous. Et vous. Voilà. Et donc, c'est hyper. Ce sont toujours les mêmes qui sont désignés comme ces grands méchants. Bon, après, on voit bien dans ce que tu racontes, le mouvement de balancier. Voilà. On est allé un peu trop loin, peut-être là, maintenant, voilà, on espère. Mais enfin, là, dans ce que tu dis, ce que j'entends aussi, c'est il y a une sorte de revanche que prennent en fait tous ceux qui ont été vécus comme étant discriminés. Mais tout ça, c'est une idéologie évidemment derrière, parce que le grand ennemi, c'est toujours le même. Alors, et Jean-Cyril, pardon de te couper, mais quand tu dis discriminé, donc il faut parler du mouvement Life Black Matters, il faut me parler, c'est vraiment la naissance du mouvement Woke, 2013, il y a eu l'histoire de George Floyd, et avant, parce que maintenant c'est l'historique, hein. Pourquoi ce mot Woke? Et Woke d'ailleurs, vous savez, face au Woke, c'est marrant, parce que Woke, ça signifie éveillé, être éveillé, et la population dort. La population dort face au wokisme, face à cette. Non, c'est intéressant. J'ai été obligé de rebondir quand tu as parlé de ça parce que finalement, le mouvement woke, 2013, Black Lives Matter, avant, il y a eu l'évolution des droits civiques. C'est beaucoup parti des États-Unis. Aux États-Unis, par rapport à l'abolition de l'esclavage, hein, ça, c'est hyper important dont il faut parler. C'est parce que les États-Unis ont une forte culpabilité par rapport à l'esclavage qui a été mené sur leur sol, évidemment. 1866, on va, à un moment donné, il y a une abolition qui vient, mais vous savez bien qu'après l'abolition de l'esclavage, il y a eu ce qu'on appelle la ségrégation très longtemps. C'est pas parce qu'on a dit du jour au lendemain que l'esclavage était terminé qu'il n'y a pas eu de ségrégation. Donc, alors que tout le monde connaît l'image des Noirs qui devaient aller au fond du bus, ne pas être devant. Mais ça, c'est très important de dire ça, c'est que les Noirs des États-Unis ont vécu ça comme une injustice, et à juste titre, et ont développé des actions militantes très, très fortes. Et c'est là qu'est venu ce mouvement très, très fort du wokisme. Et par la suite, surtout en 2013, avec l'affaire George Floyd et Black Lives Matter, ça a été ancré dans la société occidentale et européenne et occidentalisée de manière très, très forte, où on a demandé aux footballeurs de mettre un genou par terre, enfin, tout ça, et de se repentir du passé et de dire, on va déboulonner les statues. On va dire, Napoléon, il a été esclavagiste, un tel, donc voilà, et on va être dans cet idéal. Et alors, dans Agatha Christie, on va enlever dans toute l'œuvre d'Agatha Christie, le mot nègre, c'est, oh là là, une horreur, il faut l'enlever. Il faut enlever c'est totalitaire comme mode de. Voilà, une épuration, voilà, qui est très importante de dire. Alors que moi, j'explique bien qu'en tant que noir, le mot nègre a un sens historique. Je ne veux pas qu'on l'efface. Il a son sens. Ce qui compte, c'est comment il est prononcé et par qui et comment, dans quelle situation. Mais de dire qu'on va faire de ce monde un monde angélique parce qu'on enlève certains mots du vocabulaire, c'est ridicule. Dans ce cas-là, il y a énormément de rues à débaptiser, mais c'est ridicule. C'est l'histoire. Le mot nègre a tout son sens. Je ne veux pas qu'on enlève le mot les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Je ne veux pas qu'on enlève la pâtisserie qui s'appelle tête de nègre. J'en ai jamais goûté, mais voilà. Elle a son sens. Je ne veux pas qu'on enlève. Bon, bref, de toute façon, vous savez la. Mais sinon, c'est la cancel culture. On enlève tout. Voilà. Et donc, vos enfants, vos petits-enfants naîtront dans un monde parfait, dans lequel il n'y a jamais eu tout ça. Donc, ils seront ignorants et finalement, tout ira toujours bien dans le meilleur des mondes. Non. Donc, c'est pour ça qu'avec cette cancel culture, on est dans un danger d'effacement de l'histoire. Et avec le wokisme, avec la notion Euro Disney d'ailleurs, ce qui est très bien, hein, à essayer d'enlever. Alors, Blanche-Neige, tout ça, elle ne peut plus être embrassée par le prince, parce que le prince, pourquoi ça serait un homme, hein? Un homme qui sauve une femme, c'est encore machiste, donc c'est pas possible. Donc, et puis, il n'a pas demandé le consentement de la princesse avant de l'embrasser. Vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, on vient. Ah oui. Oui, non, je parle beaucoup, mais on vient vraiment dans l'imaginaire des enfants. Parce que c'est pour ça que moi qui m'occupe des enfants, j'en viens à ces sujets-là, avec l'éducation sexuelle, avec tout ça, c'est qu'on essaie de casser les codes pour formater l'esprit des enfants, les endoctriner. Et ce qu'il faut dire avec la cancel culture et le wokisme, et c'est hyper important. Et encore une fois, je suis partie des droits civiques, je comprends que les Américains avaient raison de se révolter. Et ces courants-là sont venus très fort parce que la ségrégation, ils en ont souffert et compagnie.
Mais je veux dire, on peut ressasser le passé et dans ce cas-là, reprocher aux nazis ce qu'ils ont fait et ne jamais aller en Allemagne et penser que tous les Allemands sont racistes. On peut rester, parce que c'est ce qui se passe avec Léo Bono et compagnie, hein, tous ceux qui sont ces indigénistes, qui rappellent en permanence à l'histoire la dette et finalement ce que les Blancs ont fait subir ce qu'ils appellent les racisés. Aujourd'hui, ce mot qui est horrible, racisé. Hein, bon. Et donc, vous devez tout le temps battre votre poulpe. Bon, c'est pénible. Moi, ce que je veux dire, c'est que pour moi, les personnes qui comptent le nombre de noirs qu'il y a dans la salle, parce que ce qu'elles avaient dit une personne aux Oscars, j'arrive et voyez, je vois qu'il n'y a pas assez de blancs et noirs, ce sont les racistes. Ce sont ceux qui comptent et qui arrivent et qui disent qu'il n'y a pas assez de noirs, qui sont obsédés par ça, qui finissent par être des personnes racistes et être dans une sorte de victimisation. Aujourd'hui, moi, je dis que le passé appartient au passé, que je prends souvent la référence de la courbe de Gauss pour dire qu'on ne pourra jamais effacer les écart-types et la normalité. C'est un leurre. C'est-à-dire que la normalité, c'est pas pour dire que c'est bien ou c'est mal, mais elle a du sens dans notre société. Si vous enlevez les normes, alors vous tuez la société. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de faire en voulant dire qu'il n'y a plus de normes. Chacun est libre. On a des revendications individuelles à n'en plus finir. Donc moi, j'arrive à Disney. Je dis, bah, c'est pas normal, hein, il y a des queues pour hommes et femmes. Moi, je suis pas un homme, je suis pas une femme. Je veux qu'on me fasse des toilettes ou je veux qu'on fasse des queues. D'ailleurs, ils ont réfléchi à ça, oui. Oui, je sais qu'ils ont réfléchi à ça. Mais pourquoi ils réfléchissent à ça? Par lâcheté. Le patron de Disney, comme il a peur, et là j'allais dire le mot lobby, il a peur des activistes qui sont très très forts pour pouvoir vous faire de la mauvaise pub sur Internet. Et comme Disney veut à son chiffre d'affaires avant tout, hein, donc ils vont dire, oui, calmez-vous, on n'est pas du tout transphobe ou machinphobe, hein, donc on réfléchit à vous mettre des toilettes ou à vous mettre des fils pour pas que vous vous sentiez. Mais attendez, je le redis moi en tant que psychologue, c'est vous parlez à 1% de la population. Alors, je cherche à mettre mon doigt, voilà, pardon, 1% de la population. Beaucoup déjà, je pensais même que c'était moins. Oui, moi je dis 1 parce que c'est moins, c'est moins. Et vous ne voulez pas reconnaître que ce 1, c'est la tyrannie des minorités, persécute le plus grand nombre, culpabilise le plus grand nombre, parce que le plus grand nombre est hétérosexuel, normé, normal et tout ça, et vous voulez, sous prétexte de inclure tout le monde, en fait, obliger 99% des gens à se retrouver face à des toilettes qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser parce que ça ne correspond pas à leur genre. C'est insensé. Donc, la réalité, c'est que moi, ce qu'on peut reprocher à toutes les grandes firmes, que ce soit Disney, Adidas, Banania qui a enlevé le colon, il y avait le colon sur son, il y avait un esclave qui représentait, voilà, il a enlevé tout ça. Ils suivent les mouvements indigénistes dans notre société, ils suivent les Omar Sy, hein, Omar Sy, le grand prêche, encore Omar Sy, c'est pareil. Je pourrais citer Omar Sy, mais tous ceux qui sont dans son sillon, Madame Jordana Camilla, toutes ces personnes qui crachent sur la France en permanence parce que, sous prétexte qu'on a été des colons. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont la lâcheté d'aller dans cette cancel culture pour pouvoir faire du chiffre d'affaires. Eh bien, moi, j'aimerais qu'un patron ait le courage. Et ça, mais ce jour-là, j'en rêverais. Je posterai partout sur les réseaux sociaux de dire stop à la cancel culture, considérez-moi comme ce que vous voulez, mais moi, jamais de la vie, je vais, par exemple, moi qui suis Adidas, je ne vais jamais vous faire un maillot de bain en djellaba, parce que moi, je suis Adidas, je ne suis pas pro-islam. Moi, je ne vais jamais, parce qu'il y avait la baya à l'entrée, hein, la baya, ou je ne sais pas, je ne vais pas, moi qui suis le Christian Dior, ou je ne sais pas quelle autre marque de vêtements, je ne vais pas vous créer dans ma collection parce que vous le demandez une marque pour que vous ayez des robes qui soient ressemblant à la baya sans être la baya. Je ne vais pas céder à tout ça parce que je suis intègre. Il s'est passé avec le patron de Geox récemment, ça j'ai beaucoup apprécié. Vous savez, cette jeune qui est venue et qui a filmé, qui a dit vous êtes raciste, vous ne me prenez pas avec le voile. Geox a dit, bah, écoutez, non, c'est pas la tenue adéquate et vous ne répondez pas. Et elle en a fait tout un scandale sur Internet. Donc, encore une fois, le wokisme, pardon, ça a coupé. Le wokisme, c'est une sorte d'hydre à 1000 têtes. Là, j'ai cité, vous voyez, j'ai même pas cité l'écriture inclusive, mais il y a 1000 têtes dans notre société où, soi-disant, parce que des personnes sont persécutées, minoritaires et compagnie. Donc, j'ai pris l'exemple de l'islam. Je peux prendre l'exemple des femmes avec ce néo-féminisme. Vous savez, si je reprends Dora Muto, féministe, qui a écrit Transmania, elle a dit elle-même, mais j'ai été chassée du mouvement féministe par les personnes qui défendaient la transsexualité et qui me demandaient, moi, de dire qu'une femme
avait un pénis. On voulait que dans mes slogans, je dise que la femme moderne, la féministe devait défendre le fait que la femme devait avoir un pénis. Et elle s'est dit, je m'inscris en faux, moi je suis féministe, mais je suis feméliste. Une feméliste, elle a dû inventer ce terme pour dire, c'est un terme qui n'est pas beau, mais juste pour dire que biologiquement, une femme est une femme et un homme est un homme. Et ça ne pourra jamais être défait. Donc, du coup, on doit passer du féminisme au féminisme, parce que le féminisme se transforme en wokisme, transgenrisme, c'est-à-dire que le féminisme est devenu le néo-féminisme, pas le féminisme d'avant, et s'est transformé et a été happé par le wokisme et par les causes transgenres. Et du coup, elle s'est dit, je ne me reconnais plus, et elle a écrit Transmania, que vous savez, qui a été interdit dans les librairies à Paris, par Hidalgo et tout ça, qui entretiennent tous ces mouvements. Malgré tout, le livre cartonne sur Internet, mais il est censuré de partout. Pour vous montrer où on en est dans la société, quand vous allez à la FNAC, vous ne trouvez pas le livre, parce que c'est intéressant. La librairie qui est censée être indépendante, qui est censée être impartiale, bah vous savez, voilà, elle empêche… Oui, c'est ça, cette idéologie totalitaire, excuse-moi, de ce wokisme-là qui est complètement… Alors, c'est intéressant d'ailleurs, parce que si on fait le lien avec ce que tu disais au tout début, en parlant de cette mère qui avait un comportement qui encourageait une réponse qui encourageait le comportement de l'enfant, là, c'est exactement pareil. On voit bien comment la société… En fait, finalement, dans tous ceux qui peuvent décider dans la société, prendre des positions, encouragent le comportement complètement infantile et narcissique de tous ces individus-là, en ayant des réponses, en fait, voilà, inadaptées d'un point de vue… Voilà, les jeunes qui sont mal dans leur peau, puisque je suis psychologue et je reviens à cette fonction, sont les idiots utiles de ce système. Parce que quand je reprends, pour revenir à la psychologie, je sais que ça ne parle pas à tout le monde ce que c'est qu'un borderline. C'est un état limite, enfin, à peu près. Mais au niveau des caractéristiques, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions, si je peux synthétiser, pour borderline. Mais il n'y a pas que ça, qui sont impulsifs et mal dans leur peau, en mal d'identité. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un Asperger, qui est généralement aussi très influençable, un autiste très influençable et qui a du mal à s'identifier, etc. Bon, les gens ne savent pas ce que c'est que les personnes qui souffrent souvent de troubles obsessionnels ou même qui sont paranoïaques, qui sont très clivés. Bon, il y a plein de gens qui sont particuliers dans la société. Eh bien, tous ces gens-là trouvent à travers le wokisme et à travers les fameux nouveaux sigles HPI, etc., une raison de trouver une déculpabilisation, de dire je ne suis plus pathologique, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire un diagnostic, d'aller voir un psy qui va dire malheureusement vous êtes borderline, vous ne gérez pas vos émotions, on va essayer de comprendre ce qui se passe chez vous, qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, qu'est-ce qui fait que vous en arrivez là, et je n'ai pas de médicament miracle à vous proposer, moi je n'ai pas de Ritaline. Mais il y a un travail. Voilà, et on ne veut plus travailler. Donc, cette femme-là, au lieu d'aller, ou cet homme-là, au lieu d'aller faire ce diagnostic et de dire, ben voilà, je vais travailler pour… Et moi, j'ai un problème. Ce n'est pas la société qui a un problème, c'est moi avec mon trouble. Il faut que je m'adapte, que je me normalise. Je n'y arrive pas. On me culpabilise. Il faut que j'y arrive. Eh bien non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je ne suis pas borderline. D'abord, on m'a toujours fait croire ça. C'est que je suis HPE. Alors, HPE, qu'est-ce que ça veut dire? Haut potentiel émotionnel. Évidemment, je vous ai dit, les borderline sont des personnes qui sont capables de péter des plombs toutes les 2 minutes, qui sont capables d'envoyer casser tout, machin, parce qu'elles ont des problèmes, et elles sont borderline. Et elles vont dire non, en fait, c'est une richesse que je dois exploiter. Alors, évidemment, ils vont passer un test avec un pseudo-psychologue, avec des tests des QCM qui leur valident ça pour 500 €. Hein. Encore une fois, ce sont des charlatans. Alors, 500 € étant un maximum, mais en tout cas, il y a des prix qui varient de 100 à machin, donc des charlatans, des pseudo-thérapeutes, voilà, qui se font une manne financière parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein, il y a toujours l'argent au bout de tout ça. Et d'ailleurs, les diagnostics de HPE et tout ça, c'est des mouvements presque sectaires. Hein. Bon, il faut le savoir, moi j'ai des témoignages, c'est des mouvements sectaires. Ils se réunissent, ils font des réunions, ils vouent un culte à tout ça, ils fustigent les neurotypiques, etc. Et ils se renforcent mutuellement les uns les autres dans leur conviction que la société est méchante, ce sont des ennemis, qu'on ne les comprend pas. Et donc, c'est ce qu'on appelle des mouvements sectaires. Et il y a de l'argent là-dedans qui rentre. Hein. Voilà, pour leur cause. Pour le dieu HPE, parce qu'on peut appeler ça un dieu et tout ça, avec des gourous. Bon, et donc, la personne dit, voilà, je suis, et donc c'est pour ça que je vais mal dans cette société qui ne me comprend pas, et donc c'est pour ça que je vous rappelle tout ça, ça part beaucoup de mouvements de neuroatypicité, des Asperger et des autistes, c'est beaucoup partie d'eux. Hein. Je veux dire, la première fois que j'ai entendu, moi, le terme neuroatypicité en tant que psychologue, c'était dans les années 2010, et j'ai vu
comment c'est parti de l'autisme pour dire on est des neuroatypiques, arrêtez de nous considérer comme des handicapés, alors qu'avant, on nous considérait comme des cas psychiatriques. Donc, moi, à la limite, je veux bien qu'on dise, OK, on n'est pas des cas psychiatriques, même si moi, je considère que en tout cas, que c'est moins net que ça. Mais ce n'est pas grave. On est des handicapés. Et maintenant, en 2010, 2013, 2015, on n'est plus des handicapés. On est des neurodifférents. Arrêtez de nous considérer comme des handicapés. Voilà. Et donc, c'est vraiment un glissement qui va vers la normalisation des pathologies, de la dépathologisation. Je peux vous en donner un autre exemple. Hein. Regardez, je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, avant, on appelait ça la psychose maniaco-dépressive, PMD. Aujourd'hui, la psychose maniaco-dépressive, donc dedans, il y avait le mot psychose, hein, vous avez tout compris. Donc, c'était, si vous allez dans le livre Classification des maladies mentales, c'était une psychose. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la psychose maniaco-dépressive? Ce sont des personnes qui, par moment, ont d'ailleurs, sont en perte de contact avec la réalité, hein, quand ils sont dans des phases maniaques. Qu'est-ce que c'est qu'une phase maniaque? Eh bien, la personne se prend d'un seul coup pour un être invincible, immortel. Tout est possible. Dans ces moments-là, il peut coucher avec n'importe qui, il peut se droguer, il peut sauter d'un 3e étage en se disant qu'il va voler. C'est des phases maniaques. Hein. Il est très dangereux pour lui. Il peut perdre la vie dans ces périodes-là. Bien sûr, en termes dépensiers d'argent, oh là là, eh bien, si vous êtes marié à une femme maniaco-dépressive, eh bien, vous avez, quand elle est dans une crise d'accès maniaque, il faut verrouiller tous les comptes parce qu'en 24 heures, la maison peut se trouver en hypothèque. Je veux dire, voilà, c'est ça la psychose maniaco-dépressive. Il y a un film très bien qui traduit ça. Bon, peu importe. Et donc, il y a une part de psychose et de folie là-dedans. Bon. Et donc, maniaco-dépressif, ça signifie que par moment, on tombe dans la dépression. C'est-à-dire que quand la phase maniaque passe, la personne qui était la reine du monde et qui était tout sourire et qui faisait tout, elle est au fond de son lit, prostrée, elle ne bouge plus. Ça peut durer des semaines. Bon. Et c'est ça n'arrête pas d'alterner. Hein, voilà. Et donc, les personnes comme ça, on souffre beaucoup. L'entourage, mon Dieu, terrible. Donc, les couples se séparent. Bon, et c'est une grande souffrance. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ah ben non, ce n'est plus, il ne faut plus l'appeler psychose maniaco-dépressive. On le sort et on va l'appeler trouble bipolaire. Voilà, ça adoucit des choses. Et ce trouble bipolaire, on va donner un médicament qui est efficace, hein, d'ailleurs, hein, il n'y a pas de souci. Et on dit aux personnes, le discours qu'on leur dit, c'est que vous êtes nés comme ça. On vous soigne avec un médicament, il n'y a rien à chercher. Voilà. Donc ça, je vous donne juste cet exemple-là. Donc je peux vous le donner. Je vous ai donné pour les cas borderline, je peux le donner pour le TDAH. Le TDAH avant, quand les enfants et les parents avaient des problèmes éducatifs, ils se remettaient en question, il y avait l'autorité, on reprenait, on recadrait. Aujourd'hui, dès qu'un enfant bouge, on lui donne de la Ritaline, il a le TDAH, on ne peut rien y faire. Donc vous voyez, toutes les pathologies, je pourrais vous en citer énormément. Tout le monde doit s'adapter à ça. L'école doit s'adapter, la société doit s'adapter. Ah ben, oui, moi quand on vient et que je dis, vous savez ce que me disent les parents qui n'y connaissent rien? Mais monsieur, on m'a dit qu'il était TDAH ou il est HPI. On vient avec ce diagnostic, on me dit, bon, maintenant, il faut trouver une solution, c'est ça. C'est-à-dire qu'on me donne, moi, c'est impossible que j'aille au-delà de ça. Je dis, mais madame, je suis désolée, on vous a dit, ou monsieur, qu'il était TDAH, je ne peux pas aller dans ce sens. Alors, les parents, des fois, sont très déçus parce que du coup, je les oblige à se remettre en question. Oui, puis ça les flattait que leur fils soit légèrement différent avec une pathologie. Voilà. Ah ben oui. C'est voilà. complexe. Et donc, c'est alors, oui, ouais. Allez-y. Non, je t'en prie. Allez-y. Tu fais, je te tutoie, moi. Vas-y, pardon. Du coup, tu fais quand même le lien avec le wokisme. Dans ce que tu dis, moi, il me semble, et que tu pourrais développer, c'est que ces formes de pathologie-là sont plutôt sensibles, puisqu'ils sont en crise d'identité profonde, et ce mal-être-là est plutôt, au fond, un support assez sensible aux théories wokistes, finalement. Et donc, il absorbe. Exactement. Moi, dans l'émission dans des émissions sur Internet, j'avais parlé de mon expérience clinique, qui était que j'étais surpris de voir que des autistes Asperger parfois arrivaient et étaient très sensibles à ces théories du genre, à ces théories-là, et qu'à l'école, ils entendaient beaucoup. Vous savez, il y a des cours sur l'éducation sexuelle, etc. Et souvent, c'était des jeunes filles autistes qui venaient, qui commençaient à se bander les seins, ils commençaient à dire « appelez-moi Jacques », qui commençaient à rentrer dans ces théories, et ça pouvait aller jusqu'à… Mais un Asperger, il a une particularité que les gens ne savent pas, c'est que quand il étudie un Asperger, on dit que ce sont des génies, entre guillemets, parce que ce sont des enfants qui, très tôt, s'intéressent à des sujets, mais les compulsent à fond, des sujets qui n'intéressent pas les autres enfants, et ça ne devient pas plus qu'une passion, ça devient une obsession. Parce que moi, j'ai déjà eu les patients Asperger, ils sont obsédés. Alors, par contre, ils peuvent faire du zapping, hein. Ils peuvent être obsédés pendant 1 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais du coup, ils développent une expertise sur le sujet. Donc, l'Asperger, quand il s'intéresse à un sujet, bon, des fois, ça peut être les cathédrales, très bien, il devient un expert des cathédrales. Mais quand je dis ça,
c'est 24 heures sur 24 qu'il pense à ça. Il en parle à son entourage, il fait des coq à l'âne, parce que coq à l'âne, c'est quand on change de sujet tout le temps. C'est une obsession. Et les Asperger fonctionnent comme ça. Mais sauf que, moi, j'ai déjà eu ça pour l'islam, hein, des gens qui n'étaient pas du tout, qui n'avaient aucune relation, aucun lien familial avec cette culture de l'islam, mais parce qu'ils en entendent parler à la télé, ils commencent à s'y intéresser. Et quand ils mettent le doigt dedans, eh ben, ils veulent partir avec Daesh, quoi. Non, mais vraiment, des jeunes qui n'ont rien à voir avec ça. Donc, un Asperger, c'est très dangereux. Donc là-dessus, moi, j'ai déjà eu des Asperger qui, effectivement, revendiquaient, arrivaient, et je voyais le truc commencer par un jour, ils ont entendu un truc à l'école, et ben, ils veulent se bander la poitrine, elles veulent se bander la poitrine, puis un autre jour, elle se coupe les cheveux, court, puis un autre jour, elle dit « appelez-moi Jacques », et ça ne s'arrête jamais jusqu'à ce qu'elles veulent transitionner. Ouais. Quand on est clinicien, psychologue, on sait que c'est, entre guillemets, une lubie, c'est-à-dire qu'il va passer. Moi, je sais, souvent, les parents disent « oh, mais je m'inquiète, mon enfant veut partir pour Daesh et tout ». Je dis, comme c'est un enfant qui est atteint d'un trouble Asperger, je sais, madame, je sais, monsieur, que dans quelques mois, il passera à autre chose. Ne vous inquiétez pas. C'est mon expérience. Et souvent, j'avais raison. Le parent me disait, ouf, vous avez raison, ça y est, maintenant, il est passé à la période punk. Ça y est, maintenant, il a arrêté. C'est-à-dire qu'il était pro-islam, où on n'a pas le droit de fumer, pas boire, rien. Il récitait le Coran, il lisait le Coran par cœur. Et maintenant, il fume, il boit, il fait tout le contraire de ce que disait le Coran. Ouais, voyez bien, parce qu'il est rentré dans une identification au mouvement punk. C'est sa période. Donc, quand j'ai dit, là, le seul problème, c'est que moi, quand les jeunes rentraient dans leur truc punk, ils voulaient se tatouer tout le corps. Et j'ai dit, non, surtout, il ne faut pas qu'ils se tatouent, parce que dans quelques mois, il ne voudra plus être punk. Il voudra être autre chose. Et c'est ça le problème. Et donc, pour le soir de la transidentité, le problème, c'est que si vous allez jusqu'à faire des opérations ou à prendre des hormones, des trucs qui bloquent et tout ça, les hormones, c'est irréversible. C'est quelque chose, c'est comme le tatouage. Mais là, vous mettez en péril votre santé. Et donc, dans le livre Transmania de Dora Muto, j'ai retrouvé tout ce que j'avais, moi, intuitivement, cliniquement vécu, à savoir qu'elles ont dit qu'il y a des enquêtes scientifiques qui ont démontré que les Asperger sont beaucoup plus sensibles au transgenrisme que les autres. Mais moi, je l'avais vécu dans ma clinique. Ils sont influençables et parce qu'ils sont à fond dans un sujet. Voilà. Et moi, j'en avais juste eu l'intuition clinique. Et maintenant, avec le livre de Dora Muto, il y a des scientifiques qui l'ont étudié. Et c'est avéré scientifiquement, comme il est avéré scientifiquement que les personnes qui ont eu des abus sexuels sont beaucoup plus atteintes par les TCA, c'est-à-dire les troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie et tout ça. C'est très lié. Donc, il y a des choses comme ça qui se suivent. Il y a une forme de comorbidité. Et donc, la société, aujourd'hui, ne veut plus questionner ça. Et il faut aller dans le sens avec nous, les psychologues, on n'aurait plus le droit de faire des thérapies concernant les transitions. C'est quasiment interdit. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus le droit d'essayer de questionner, d'accompagner le mal-être. Parce qu'entre guillemets, il n'y a plus de mal-être. Le mal-être, c'est nous qui le créons, les neurotypiques, vers ces personnes. Donc, tu vois, Cyril, ce mouvement est extrêmement dangereux. Mais moi, je n'hésite pas à dire, même pour l'avenir de l'humanité, parce que là, on peut aller… Oui, tout à fait, parce que là, on est vraiment dans un mouvement, excuse-moi de prendre le pas, qui vraiment rappelle le transhumanisme. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. On va vers le transhumanisme. Ah oui, surtout que derrière, il y a Big Pharma, il y a la question de comment ça se fait qu'il y a de plus en plus d'autistes. Moi, je ne crois pas que c'est simplement qu'ils soient diagnostiqués, qu'il y a de plus en plus de diagnostics. Bien sûr. Voilà. En 1975, on avait 1 pour 5000 au niveau de ce qu'on appelle la prévalence de l'autisme. 1 pour 5000. C'était une prévalence qui était celle-là. En 2020, on en est à moins de 1%. Alors, comment on passe de 1 pour 5000 en 40 ans à 1%? Les gens ne se posent pas de questions. Comment se fait-il qu'il y a une explosion des diagnostics de TDAH? Une explosion. Mais plus, j'ai envie de dire, quand je parle d'explosion, je parle de plus 1000%. C'est presque une création, oui, tout à fait. Voilà. D'un seul coup, tous les enfants qui sont… Mais les parents… Alors, il y a un mot dont je voulais te parler quand tu parlais tout à l'heure. Le mot pour moi qui résume ça, c'est panurgisme. Panurgisme. Nous sommes, nous, des moutons de panurge qui suivons. Les parents ne se posent pas de questions. Mais même, moi, j'en veux pas aux parents. J'en veux le plus, c'est aux professionnels qui sont psychologues, qui sont censés être éclairés et qui suivent et qui font des diagnostics en disant il est HPI, il est HPE, il est TDAH. Mais j'ai envie de dire à ces psys, mais réveillez-vous. Vous ne voyez pas qu'il y a tous ces TDAH qui poussent comme des fleurs là. Oui, il y a une sorte d'hypnose collective là-dessus, comme sur beaucoup de grands sujets. Et ce qui est fou, c'est que, comme tu le dis toi-même, les professionnels sont là-dedans, sans le recul, identifiés.
Voilà. C'est assez étonnant comme cette masse. Bon, alors là, vraiment, on va loin, parce que si on s'extrait de tout ça et qu'on prend du recul, c'est vraiment dans le post-modernisme que tu décris. On est vraiment à la fin d'une période, tu disais éclairée d'ailleurs, hein, les psys éclairés. On est à la fin des Lumières, qui pourraient être critiquées sur plein de choses. Mais on pourrait dire que si on était passé de la lumière, avec un grand L, aux lumières de la raison, aujourd'hui, on est vraiment dans une période obscurantiste totale qui vraiment, ça pose tout de même question, hein, si sur le grand mouvement sociétal vers lequel on va là. C'est vraiment. Alors, tu vois, puisqu'on va parler de la société et que hier on a appris, enfin à mon sens, une très bonne nouvelle, hein, je fais de la géopolitique vers les élections européennes. Ouais. Eh bien, moi, j'ai grand espoir quand je vois que Macron a fini par dissoudre cette assemblée. Parce que finalement, je me dis, c'est quand même des décisions politiques très fortes qu'il faut prendre pour pouvoir revoir tout ça. C'est-à-dire qu'on parlait du wokisme, de l'éducation sexuelle à l'école. Pour combattre ça, il faut des partis politiques qui mettent les pieds dans le plat et qui disent à un moment donné, stop, les jeunes, la jeunesse, retour de l'ordre. On l'entend de plus en plus. On a une petite tentative avec Gabriel Attal. Hein. Bon, c'est pas mal, ça a commencé. Mais bon, c'est pas suffisant pour moi. Mais à un moment donné, il faut relégitimiser tout ça, à dire qu'une pathologie est une pathologie. Regarde, je vais prendre un exemple. Et encore une fois, c'est pas pour aller dans un sens d'un parti politique plus qu'un autre. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, j'en parle d'ailleurs dans mes livres, c'est, je me souviens de Gabrielle Cluzel, je ne sais pas si c'est Sophie ou Gabrielle, je confonds. En tout cas, c'est Madame Cluzel, ministre des Solidarités et du Handicap et tout ça, qui ne l'est plus, qui l'a été, qui s'est retrouvée, on lui a posé la question de l'inclusion de tous les handicaps à l'école. Et on lui a dit, Madame, Monsieur Zemmour a dit qu'il n'était pas possible d'inclure tous les handicaps à l'école. Et alors, elle s'est offusquée. Elle a dit, mais c'est un monstre, je ne partage pas la vision de la société d'Éric Zemmour. Voilà. Bon, évidemment, dans tout ce truc d'inclusion. Moi, j'ai dit, mais attends, quand on est ministre de la Santé et du Handicap on va dans les écoles, mais moi, je suis un psychologue qui a travaillé avec des enfants autistes. Vous voulez que je vous dise ce que c'est qu'un handicap psychique? Vous voulez que je vous dise ce qu'est capable de faire un autiste dans une classe? Arrêtez avec ce monde idéal. Mais un autiste, il est capable, mais je sais que je vais très loin, je peux choquer vos autres, mais on appelle ça l'anthropophilie, c'est-à-dire qu'il est capable de manger ses excréments. Excusez-moi, hein, je parle pour les cas les plus sévères. Bon, l'encoprésie, tout ça, induire les excréments, ça peut aller très loin. Moi, j'ai eu des autistes parce que comme il n'y a pas d'inhibition, une sorte d'inhibition, certains d'un seul coup, je me rappelle dans un IME, il sort son sexe, il se masturbe, il éjacule, enfin bon, vous voyez, je vais loin, je dis les choses telles qu'elles sont. Il y a des comportements, pourquoi on appelle ça handicap psychique? Handicap psychique, c'est trouble du comportement. Je parlais par rapport à la sexualité, mais je donne cet exemple-là. Bon, le jeune qui avait éjaculé, les éducatrices sont venues me chercher en panique. Ouais, il a fait ça, envoyez la table. Mais bon, c'est un jeune de 15 ans. Bon. Mais quand ils sont petits, qu'ils ont 4, 5, 6 ans, encore une fois, pas tous les autistes. Hein. Bien sûr. Mais moi, je me rappelle, les éducatrices en larmes, car j'en peux plus, il est tout le temps en train de me toucher la poitrine. Il y a des passages à l'acte autour de la sexualité extrêmement forts, toucher les parties intimes de ses camarades. L'enfant neurotypique, qu'on dit ordinaire, lui, il répond aux critères freudiens qui sont les critères où l'enfant sublime la sexualité, où il peut pendant un temps la refouler. Mais les enfants autistes, en plus, alors c'est pour ça qu'il y a la polémique, ils ne veulent pas parler de ça, parce que désormais on est censé dire que c'est un handicap et tout. Je répète qu'à une certaine époque, l'autisme était considéré comme une psychose. Et la psychose, qu'est-ce que c'est que la psychose? Dans la psychose, on est incapable, on a du mal à refouler ses pulsions. Hein? Donc, on ne veut pas le dire, mais les enfants autistes ont ce fonctionnement psychotique d'être incapables, je généralise, hein, pour les cas les plus sévères, je répète, incapables de réguler leurs pulsions. Et donc, j'ai juste parlé de la partie où d'un seul coup, je vais toucher les parties intimes de tout le monde. Mais, et ce n'est pas parce que vous allez dire à l'enfant et le punir, arrête de faire ça, on ne veut plus qu'il va s'arrêter. Hein. On est dans un truc pulsionnel. Et donc, moi, j'ai vécu ça en IME tout le temps. Mais ça, c'est juste un petit exemple. Quand on est dans la pulsion, un enfant autiste, il va venir, il va voir la feuille de son camarade, il va la déchirer plusieurs fois, 10 fois par jour. Le camarade, il va faire comment? Alors moi, je veux bien qu'on soit dans un truc inclusif, mais à un moment donné, si les enfants ne peuvent pas apprendre à l'école, parce qu'on en a à côté qui met un enfant autiste, par exemple, hyperactif, il ne peut pas rester 3 minutes sur une chaise, il faut le savoir. Hein. Il faut savoir que l'institutrice où on met des AESH, ce sont des aides pour aider, mais l'AESH, elle n'est pas formée, elle est sous-payée, elle n'est même pas smicarde.
généralement, et elle n'a pas de formation. On la met comme ça du jour au lendemain sur le terrain, elle ne sait pas ce que c'est qu'un autiste. Elle fait ce qu'elle peut. Mais moi, j'ai même dit que même si moi, qui suis un expert de l'autisme, on m'emmenait dans une classe où il y a un enfant sévère, je ne pourrais pas le faire écouter la maîtresse ou le maître, parce que tout simplement, la pathologie est très... Donc, quand M. Zemmour dit qu'on ne peut pas inclure tous les handicaps à l'école, c'est juste une réalité. Et quand Mme Cluzel, ancienne ministre du handicap, dit que c'est un affreux monstre qui dit ça, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de cette ministre? Elle n'a pas le courage de dire tous les handicaps ne peuvent pas être inclus à l'école. Et elle est en train de répondre à une idéologie qui est tous beaux, tous qui empêche de penser, qui empêche... Voilà. Donc, je donne cet exemple pour parler de mesures politiques. Donc, aujourd'hui, on a une dissolution donc, de l'Assemblée nationale qui va venir. Moi, j'aimerais que... Parce que le peuple a voté, le peuple en a marre, alors on pourrait partir sur l'insécurité, tout ça, hein, le peuple en a marre, et veut qu'à un moment donné, il y ait des décisions courageuses politiquement. L'école s'est délitée en 40-50 ans. Les jeunes ne savent plus écrire 3 lignes sans faire de faute. Ils ne sont pas plus bêtes qu'avant, mais on n'a plus aucune exigence. On donne le bac à 99% des gens. Tout ce système-là, il faudra remettre un politicien qui dise, désormais, tu rentres en classe, tu respectes le professeur, tu te lèves, le téléphone portable, il reste à l'entrée. Il faut remettre du cadre, il faut remettre des règles. Vous verrez qu'à ce moment-là, le TDAH, il va diminuer, hein, largement. Parce qu'on va avoir... Oui, tout à fait. Il est encouragé précisément ce que tu disais déjà au début par un comportement et par les comportements des adultes et par un cadre et par un environnement. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle un peu de politique. Et c'est vrai que vous allez dire, mais pour un psychologue, ça quand même, bon, tu vas un peu loin. Non, c'est normal. Moi, je t'ai d'ailleurs d'abord au début suivi sur TikTok. Je voyais bien que tu intervenais sur des chaînes sur le géopolitique profonde notamment. Enfin, sur ouais, et c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai rencontré et je trouve que c'est normal et c'est assez sain de faire des liens parce que c'est le réel ça avec la politique. Oui. Mais comme effectivement tu le notes aussi, il y a une sorte d'immaturité politique, hein, c'est ce que j'entends quand tu parles de la ministre, c'est-à-dire de refus du réel qui quand même revient en pleine gueule et d'angélisation pour des tas de raisons, y compris de la lâcheté dont tu parlais, et de l'idéologie de l'incapacité de penser, de prendre du recul, d'affirmer, de se construire. On voit bien que finalement, d'une certaine façon, tu es en train quand même de dire que la politique est tout de même faite par des gens qui se comportent comme des enfants, encore une fois, et qui sont infantiles et qui sont immatures. Et on voit bien comment tout ça crée un profond mal-être, en fait. Alors, ce que je veux dire sur la politique, et je prends souvent l'image de Macron en disant que c'est une girouette, mais bon, je suis un peu dur avec lui parce qu'ils le sont tous quasiment. Mais bon, comme c'est lui qui gouverne en ce moment, et une girouette fait que suivre le sens du vent. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas la politique qui a créé la situation dans laquelle on est, mais c'est la politique qui l'encourage et la suit. Exemple, moi je me souviens d'un ministre de l'Éducation nationale, hein, M. Pape Ndiaye, vous savez, qui a pris la décision et qui a dit, on va restaurer la dictée. Bon, pourquoi je prends cet exemple? Parce que tous les jeunes, mon Dieu, ça ne va pas. Mais vous savez, j'en veux beaucoup à ce politique qui dit ça après qu'il avait fait, je ne sais combien de mois en tant que ministre, et d'un seul coup, il se réveille. Mais moi, ça fait 30 ans que je dis à mon entourage qu'il y a un laxisme, que l'orthographe, tout ça, ça se délite, que les jeunes, il faut rehausser. Moi, j'ai été enseignant, je le suis un peu à la fac de temps en temps. J'ai enseigné des modules, des licences, et je leur disais, on va faire un mémoire sur l'autisme. Quand vous allez me remettre votre mémoire, en plus, je les corrigeais tout le temps. Hein. C'est-à-dire, je leur remettais toutes les semaines leurs feuilles. Donc, je dis, je vois des copies catastrophiques, bourrées de fautes. Quand vous me remettez votre mémoire en fin d'année, il ne faut pas qu'il y ait de fautes. Et puis, bon, voilà. Alors, ils me remettaient les mémoires. Des fois, c'était toujours bourré de fautes. C'est pas compliqué, hein, on peut se faire corriger par n'importe qui, mais voilà. Et certains vont me dire, oui, mais vous comprenez, moi, je suis dyslexique, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Eh ben, si vous êtes dyslexique, soyez pas psychologue, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne suis pas là pour rentrer là-dedans. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que ça, c'était encouragé. Et Pape Ndiaye, moi, j'ai toujours su, ça depuis 30 ans, je vois ça. Alors que je vous dis, moi, participe passé et compagnie, je pense qu'un gamin de CM1, CM2, ça peut rentrer la règle. Hein. Si vous lui dites à un moment donné, je ne te fais pas passer à la classe suivante, moi, hein, ton participe passé, tu dois le connaître. Tu dois savoir si ça s'accorde en genre et en nombre. Connais tes règles. On n'exige plus rien. Donc, le jeune, moi, je vous le dis, je le vois, puisque je recrute des professionnels là où je suis. Vous avez des adultes qui viennent comme ça, qui ont 25 ans, mais qui n'ont jamais entendu parler d'un participe passé, qui ne savent pas que si ça s'accorde en genre et en nombre, ils ne savent pas. Non, mais c'est catastrophique. Et ils ont le bac, ils ont le BTS, et ils ont l'impression qu'ils ont un niveau. Eh bien, Pape Ndiaye, quand il a dit on allait restaurer la dictée, j'ai voulu dire, monsieur Pape Ndiaye, vous vous moquez de moi, parce que vos enfants, ils sont à l'école de je ne sais pas où, alsacienne, ils sont dans les superbes écoles. Mais vous vous moquez de moi.
parce que moi, je le sais depuis 30 ans, la première chose que, bon, évidemment, je n'ai pas la prétention, mais si j'avais été, moi, ministre d'éducation, la première chose que je fais, c'est que je restaure l'excellence à l'école, je fais travailler les jeunes. Il y avait Najat Vallaud-Belkacem, là, avant, et tous ces gouvernants qui disaient, c'est l'école positive. On ne met pas de mauvaises notes, on ne met pas de mauvaises appréciations. Vous savez qu'on n'a plus le droit de mettre sur un bulletin travail médiocre. Limite, ils sont dans l'idée qu'on ne va plus mettre de notes bientôt. Parce que les enfants sont en sucre dans leur esprit. Parce que si on leur met des mauvaises notes, mon Dieu, ça va les casser, ça va les décourager. Pap Ndiaye, il arrive. Et parce qu'il entend, alors il y a une dictée qui est sortie depuis 1975 qu'on refait chaque année aux jeunes. Et il entend ces news, il entend les médias. C'est pour ça que je vous dis, ce sont des girouettes qui disent, on a refait la dictée des jeunes de 75, il y a une dictée référence. Oh, mon Dieu, on a vu qu'ils font 10 fois plus de fautes qu'en 75. Il entend autour de lui sur les réseaux sociaux. Et il dit, je m'empare de cette question, il y a un problème avec l'orthographe. Donc, mais vous foutez de moi, vous ne faites que suivre ce que vous entendez dans les médias. Mais vous vous en fichez royalement, en fait, du niveau de l'orthographe des jeunes en France. Parce que si vous ne vous en fichiez pas, M. Pap Ndiaye, la première mesure que vous auriez prise, une fois nommé, c'était de restaurer les dictées, de restaurer le travail, d'arrêter avec ce bac fiction qu'on obtient à 99,9% du temps. Vous auriez dit, désormais, j'assume le fait qu'il n'y ait que 60% de bacheliers, mais on n'acceptera plus de donner le bac à des analphabètes. Voilà ce que vous auriez dû dire dès le premier jour. Ne me dites pas ça après des mois et des mois en suivant le vent parce que vous entendez des choses. C'est là le problème des politiques aujourd'hui, cette lâcheté. Parce que M. Macron, Pap Ndiaye et compagnie, ce qu'ils veulent, c'est plaire au peuple, être réélu. Et donc, ils vont dans le sens de ce que le peuple veut entendre. Et comme le peuple voulait entendre qu'il fallait restaurer la dictée, pour les CM2, M. Pap Ndiaye a dit on va restaurer la dictée. Mais lui, quelles sont ses convictions à M. Pap Ndiaye? Quelles sont ses convictions? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Moi, je vous parle. Vous voyez, j'ai des convictions, vous les connaissez, le wokisme, etc. Je ne ferai pas de politique parce que je ne suis pas assez pervers et assez, vous savez, c'est un monde de dingue, la politique. Donc, je ne ferai jamais ça. Mais si j'étais dans un parti politique, si à un moment donné, j'étais élu, je ne sais comment, par un peuple pour aucun. Mais mon Dieu, je prendrais le micro, je vous dirais toutes les mesures directes. Je vous dirais, bon, à l'école, désormais, tac, 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 je veux ça, je veux ci, Non, mais je rigole pas. Non, mais moi, vous m'avez lu, voilà ce que je vous dis. Non, mais dès le premier jour, j'annonce la couleur. Voilà, c'est ça pour moi ce que j'attends de la politique. Et j'attends la politique qui dit, bon, le wokisme, tout ça, maintenant, c'est fini, stop, on va restaurer des règles, etc. Je dirais, parce que vous savez, par exemple, je donne l'exemple de l'islamisme. Vous savez qu'il y a une sorte d'entrisme de l'islamisme, un entrisme de l'LGBT à l'école, mais de l'islamisme à l'école et tout, et d'LGBT, de tout ces mois. Je dirais, voilà, désormais, plus aucun entrisme de quoi que ce soit à l'école. Voilà. Et quand je suis dans l'école, j'entends la fac aussi. Tout ça, c'est fini. Je dirais, par exemple, dans les entreprises, il y a un entrisme par rapport aux règles religieuses, des employés qui demandent toujours des passe-droits pour pouvoir faire des prières, pour pouvoir le ramadan, pour pouvoir ceci, cela. J'instaurerai des règles et des lois en disant aucun entrisme religieux de quelque sorte que ce soit. Ce qui est très intéressant, c'est que là, il y a aussi une hypocrisie puisque l'État et le clergé, enfin la séparation de l'Église et l'État en France, elle date quand même déjà, et que là, il y a un retour de bâton par justement le terrorisme victimaire des minorités. On pourrait d'ailleurs. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est très intéressant d'entendre ce discours de ta part à toi qui est créole, je crois, des îles, d'entendre que toi-même tu es créole des îles. Oui, je suis antillais, oui. Oui, c'est très intéressant d'entendre ça de ta part parce que tu aurais très bien pu faire valoir cette étiquette pour voilà. Tu sais comment on m'appelle, Jean-Cyril? On m'appelle Bounty sur les réseaux sociaux. Bounty, c'est noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Donc les personnes comme moi, mais je crois que non, mais Christine Kelly aussi, elle se fait traiter de Bounty, mais elle a des menaces de mort en plus. Si tu voyais, c'est toujours intéressant quand j'entends sur TikTok. Alors évidemment, sur TikTok, quand je pose ces questions-là, j'ai une vidéo qui a cartonné sur Omar Sy en disant que pour moi, c'est des gens qui crachent dans la soupe. La France leur a tout donné. Si tu regardes, c'est une vidéo qui marche énormément. Les gens me disent tous, oh là là, merci. Si vous saviez à quel point vous nous parlez du racisme anti-blanc, ça existe. Vous le dénoncez. Les gens comme Omar Sy sont effectivement ingrats. Bon, je pourrais citer tous les autres qui sont dans cette mouvance-là. C'est mieux, c'est plus entendable de ta part, ce qui fait que ça
C'est ce qu'ils me disent tous. Ils me disent si c'est moi qui le dis, compagnie. Bon, alors moi, comme vous êtes noir, ça passe mieux. Bon, je le dis, mais de la part des gens qui sont. Alors, je critique beaucoup. Par exemple, j'ai fait un article sur Kylian Mbappé. Encore une fois, Kylian Mbappé, footballistiquement, il me fait rêver. Hein. Moi, j'adore le foot. Quand je vois, je ne vais pas dire que c'est un génie, mais pour moi, c'est l'un des 2-3 meilleurs Français joueurs de tous les temps. Enfin bon, donc l'homme, je vénère le footballeur. Mais l'homme, ses positions politiques, je les déteste. Parce que Kylian Mbappé, il est né à Bondy, il a grandi à Bondy, il est sous cette influence de la discrimination des plus, voilà, des personnes qu'il appelle minoritaires. Et il dit, Naël, le petit ange, un petit ange nous a quittés. Ben oui, parce que Naël était maghrébin. Et puis, M. Mbappé, sa mère est maghrébine et son père est africain. Et puis, comme il a été tué par un démon policier qui est blanc, qui l'aurait intentionnellement tué, hein, parce que c'est ce qui est sous-entendu, petit ange parti trop tôt par un policier démoniaque qui l'a tué parce qu'il était simplement maghrébin. Non, le policier l'a tué parce qu'il a eu peut-être un mauvais geste, mais un mauvais réflexe. Mais on a bien vu que récemment, il y a un jeune de 14 ans qui a tué un autre de 34 ans sous un refus d'obtempérer. Le refus d'obtempérer a des conséquences. Quand on demande à un jeune de 17 ans qui conduit une voiture sous leasing alors qu'il n'a pas le permis, à toute berzingue, tu sais, un truc avec 300 chevaux, enfin des bolides incroyables, c'est une arme. C'est une arme qui peut tuer. C'est ce qui s'est passé avec le jeune de 14 ans. Quand ce jeune-là, pour le jeune de 14 ans, il a déjà un casier long comme le bras. 14 ans, c'est quasiment irrécupérable. Naël, 17 ans, il avait un casier long comme le bras. Déjà, combien de faits, combien de refus d'obtempérer. Sa mère qui monte sur une voiture le lendemain comme s'il avait gagné la Coupe du Monde, avec tout un peuple qui acclame, les banlieues qui font s'enflammer. Mais est-ce qu'on s'est enflammé pour Thomas? Thomas qui est mort à Crépole, il était rugbyman, il n'a rien demandé à personne. Il y a eu des personnes d'origine, effectivement, allez, on va dire racisées, voilà, comme ça, je ne cite personne, qui sont venus pour le poignarder. Est-ce qu'à un moment donné, on a fait 1 minute à l'Assemblée nationale pour lui? Est-ce qu'on lui a mis quelques bouquets de fleurs? Est-ce que les banlieues se sont embrasées pour Thomas? Non. Bon, pareil pour Lola. Hein. Lola qui a été non, mais là, on va peut-être pas prolonger trop là-dessus parce que c'est non pas que je te censure, parce que c'est vraiment passionnant, c'est presque encore autre chose. Et comme je vois l'heure qui tourne, je te réinviterai. On ressent. Pardon, oui, je te réinviterai avec plaisir là-dessus parce que là, tu invoques vraiment le retour du cadre un petit peu et pour refaire le lien, le pont, enfin même c'est carrément ça, et de l'axe, le retour du cadre et de l'axe, on pourrait dire. Hein. Ta présence là est vraiment intéressante et je te remercie aussi d'avoir souligné à ta manière, je vais le redire avec mes mots, mais le glissement qu'il y a eu de l'instruction publique où on instruisait les enfants à l'éducation nationale, où on les éduque. Puisqu'aujourd'hui, ça s'appelle l'éducation nationale et on voit bien les dérives. Et pour boucler, on voit bien comment le wokisme, c'est de la morale, en fait. Alors, elle est totalitaire, elle s'occupe d'ériger les particularismes en victimes, voilà, elle s'occupe du terrorisme victimaire, on pourrait dire. Hein. Et donc, on voit bien ça, ouais. Et ça, c'est vraiment passionnant. C'est un terrorisme, c'est un terrorisme intellectuel. Hein. Oui. Et, pardon de te couper, mais c'est un terrorisme, mais comme je dis, qui est tellement pernicieux, c'est que si vous interrogez, mais j'ai envie de dire le français moyen, moi je le dis parce que j'en parle autour de moi, hein, des fois dans les dîners, vous seriez surpris de voir à quel point ils ne savent même pas ce que veut dire wokisme. C'est un truc qui est hyper présent dans la société parce que toi et moi, on est éclairés. Hein, tu vas au cinéma, tu regardes une pub, les alarmes vérissures, hein, c'est un blanc de 70 ans qui vole, et puis tu as une famille multiculturelle derrière qui fait, etc. Bon, c'est surtout pas, voilà, c'est pas la réalité, c'est une fiction. Mais toutes les comme ça, tout est comme ça. Et même les inversions accusatoires, et même évidemment les publicités où une femme blanche sera toujours se pâmera devant un homme noir, mais l'inverse n'est pas possible, puisque sinon ça veut dire que c'est de la soumission. De toute façon, dans les pubs, tu verras toujours des couples mixtes, c'est fini, hein, tu verras plus jamais voilà, c'est des couples mixtes obligatoirement. Bon, tout ça, les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas. Déjà, quand je leur dis ce que veut dire woke, ah bon, ils savent. Ah oui, d'ailleurs, ça aussi, c'est très étonnant, comme ils ont récupéré le mot éveillé, alors qu'en fait, c'est un obscurantisme total. Mais ça, alors, attends, il y a un mot qui me vient qui est très fort. Pour moi, ça, c'est la grande force du wokisme, c'est d'avancer masqué. Hein. C'est-à-dire que
on avance, c'est une sorte d'hydre à plusieurs têtes et les gens ne savent pas. Tu vois, c'est très diffus. Ça, c'est la force du wokisme. Maintenant, je vais te dire pour moi quel est son talon d'Achille. Je vais te dire le mot que j'adore. Le mot qui, pour moi, nous fera remporter… Allez, on terminera là-dessus. Il nous reste 2-3 minutes. Vas-y. Intersectionnalité. C'est, entre guillemets, comment on appelle ça? C'est le virus, tu sais, dans l'ordinateur du wokisme. L'intersectionnalité fait qu'à un moment donné, quand on voit, c'est ce qu'on appelle la convergence des luttes, hein, dans les associations de militants, on a côte à côte les personnes qui défendent le transgenrisme, aux personnes qui défendent l'islam à tout prix, la Palestine, ils se réunissent, mais à un moment donné, ça fera la nitroglycérine. Ah oui, ils contiennent en eux-mêmes, ils sont en effet en eux-mêmes la fin annoncée du processus, puisqu'ils contiennent tous des contraires en eux-mêmes jusqu'à ce qu'on le néo-féminisme porté par Madame Rousseau et compagnie, qui veut que la femme ait un pénis et que l'homme puisse accoucher d'une naissance et que la GPA et que tout ce que vous voulez, ils sont avec la Palestine, comme ça, contre l'Occident et tout ça, mais ils ne tiennent pas 3 minutes, ils ne tiennent pas 3 secondes à Gaza avant d'être jetés par la fenêtre par ces gens-là. Donc l'intersectionnalité, la convergence des luttes, c'est notre salut, parce qu'à un moment donné, il y a bien un moment donné où ces gens vont se réveiller, ils vont se regarder et ils vont se bouffer le nez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes ces luttes des minorités qui trouvent aujourd'hui un plan de convergence contre l'homme, le mâle blanc de 50 ans hétéronormé, qui se trouve bien là comme ça, et bien à un moment donné, ils vont se bouffer le nez, ils vont s'entretuer. Ils vont s'entretuer. C'est ça la façon. De ne rien faire finalement. Ça ne peut pas finir. Donc, si on devait conclure, puisque tu me dis qu'il reste 2 minutes, sur une note d'optimisme, adorons ce mot. Intersectionnalité, c'est notre salut. Et incitons-les à se rendre compte de leurs incohérences en leur disant, mais si vous êtes féministe, vous l'êtes vraiment. Les excisions, il y a des femmes qui sont excisées par les personnes avec qui vous luttez, qui sont à côté, on les excise. Il y a des femmes qui n'ont pas le droit de ne pas porter le voile. On ne vous entend pas. La baya, on ne vous entend pas. Donc, à un moment donné, il faut les mettre face à leurs contradictions, tous ces gens. Peut-être qu'effectivement, là, le wokisme, pour l'instant, je trouve qu'il absorbe ses incohérences, il s'en fout complètement. Mais peut-être qu'effectivement, le réel fait que ça pètera de soi, tu as raison. Voilà. Pour l'instant, là, ouais. En tout cas, je te remercie. Parce qu'on pourrait discuter. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop bavard, trop long. Je suis désolée pour les auditeurs et je suis passionnée. Tu m'interroges et je suis passionnée et je pars dans… Mais c'est ce qui m'intéresse avec toi, donc tu reviendras. C'est vraiment une causerie et on pourrait en parler de mille manières. J'essaierai de moins parler et te laisser peut-être… Non, pas du tout. Moi, au contraire, j'espère pas t'avoir trop interrompu. J'essaie des fois de rebondir ou de repréciser, reformuler, puis de te relancer sur une chose ou deux. Et non, c'est vraiment très agréable de t'avoir. Et tu vas revenir, et parce que de tout cela, on pourrait parler de multiples… Il y a tellement d'entrées, et puis ça évolue tellement vite, hein, tu le dis toi-même, que si tu reviens le mois prochain, on n'en sera pas là. Donc, on aura déjà un autre gouvernement, c'est bien. Donc, oui, d'accord. Donc, écoutez, en tout cas, vraiment, je suis très, très heureux d'avoir pu participer à ton émission. J'espère que les gens pourront diffuser cette émission en masse, s'éveiller, vraiment s'éveiller, pas dormir face à ces choses-là, alerter autour d'eux, dire non, se montrer courageux. S'il y a des patrons d'entreprise qui nous entendent, eh bien, faites comme le patron de Geox, dites non, acceptez de dire moi, je m'en fiche, je peux perdre de l'argent, mais je m'oppose à ce que je ne veux pas d'entrisme de quoi que ce soit dans ma boîte. Enfin, voilà, c'est comme ça que le peuple pourra faire reculer le wokisme, avec des gens courageux qui osent perdre de l'argent, parce que derrière, on perd de l'argent, on perd de la réputation, on perd des choses, mais il faut plus se laisser intimider par les lobbies. Il faut se dire, tant pis, je veux bien perdre, je veux bien être considéré comme d'extrême droite, méchant, d'accord, je veux bien que vous me colliez une étiquette, mais moi, je dis non à tout cela. Parce que moi, c'est ce que je fais et j'incite tout le monde à le faire. Parce que bon, on me taxe d'extrême droite, de bouti, de tout ce que vous voulez, de traître, de tout ce qu'on veut. Mais bon, il faut supporter tout ça. Ouais. Merci Jean-Luc. Merci pour ta parole qui est alignée avec ce que tu es, et puis droite comme ça. Et ce que tu vas permettre aussi de tous les liens que tu nous permets de faire. Et puis je te dis à bientôt. À très bientôt. Merci. Allez, bonne salut. Journée. Merci. Voilà, je vous laisse fermer parce que je ne sais pas trop comment faire.
c'est terminé. Merci à tous. Et puis, on répondra à vos commentaires, Jean-Luc et moi, avec plaisir. Et puis, donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.